Bonjour. Donc, Claudine Blanchard-Laville, nous contactant en tant qu'intervenant, nous a suggéré de valoriser ce qui pouvait être proposé à l'université. En ce qui me concerne, j'interviens à l'université pour proposer de l'analyse de pratique selon 3 modalités différentes. Je souhaite ici évoquer succinctement 2 d'entre elles qui ont quelques points communs et qui ne seront pas sans évoquer ce qu'on a déjà trouvé sous cette appellation d'analyse de pratique au cours de ce colloque. Mais je m'attacherai ensuite à évoquer les questions de transmission et de professionnalisation dans un dispositif plus original dont je retracerai la genèse. Les 2 premières modalités d'analyse de pratique dans lesquelles je suis impliqué prennent la forme d'un travail de parole dans un dispositif groupal d'inspiration Balint. Alors je ne sais pas si ce serait correct par rapport au texte qui va être publié. Un dispositif groupal d'inspiration Balint à destination de formateurs. Le premier a pour cadre l'Université Paris-Descartes, le second, l'Université Paris 8. En ce qui concerne l'Université Paris-Descartes, depuis l'année universitaire 2005-2006, nous avons mis en place au sein du département des sciences de l'éducation un parcours dans la première année du Master 1 à destination des formateurs et formatrices d'infirmiers et d'infirmières en IFSI. Nous offrons à ces professionnels des cours qui sont concentrés sur 2 jours, ce qui leur permet de continuer à exercer à mi-temps leur activité de formateur dans leur institution. Mais nous avons pensé qu'il fallait offrir à ces professionnels d'un métier de la relation, pour reprendre une expression chère à Mireille Sifali, qu'il fallait leur offrir donc un dispositif particulier qui tienne compte de leur situation originale. Ils sont en effet étudiants 2 jours par semaine à l'université, à suivre des cours, à devoir réaliser un mémoire de recherche en lien avec leur pratique, alors qu'ils se retrouvent le reste de la semaine dans leur IFSI à assurer des cours à des futurs infirmiers et infirmières, à effectuer des visites lors de stages, à accompagner des étudiants pour la réalisation d'un mémoire. Nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de leur offrir un espace d'élaboration psychique sous forme d'un groupe d'analyse de pratique. Je l'anime pour la 5e année consécutive. Ce dispositif est hors évaluation et se déroule selon un protocole classique. Chaque participant expose une situation professionnelle dans laquelle il a été impliqué et qui lui a laissé ce que nous appelons un résidu. La situation est travaillée groupalement. À la séance qui suit celle où la situation proposée a été évoquée, le participant est invité à reprendre la parole pour partager avec le groupe la façon dont les élaborations psychiques produites ont éventuellement cheminé dans l'intervalle. Dès la 2e année d'existence du dispositif, je l'ai ouvert aux participants de l'année précédente et c'est ainsi, par exemple, que certains l'ont suivi pendant 4 ans. Ce dispositif constitue un élément essentiel de la formation que nous leur proposons. Il s'y effectue notamment, pour le participant, une véritable transmission subjective du geste partagé, comme la nommerait Claudine Blanchard-Laville, transmission subjective quant aux modalités groupales de l'élaboration psychique, la prise en compte de sa propre subjectivité et la conscientisation de la façon dont cette subjectivité, tissée avec sa propre histoire singulière, majoritairement professionnelle, infléchit l'existence de son métier. Enfin, l'existence, aussi l'existence, mais l'exercice. Mais sûrement l'existence aussi. C'est ça qu'on finit par toucher. Le 2e dispositif que j'anime a pour cadre un master professionnel de formation de formateurs à l'Université Paris 8. Le public est constitué cette fois-ci de formateurs relevant de 2 grandes catégories, travail social et enseignement. Si les contraintes organisationnelles du cursus dans lesquelles cette analyse des pratiques s'intègre sont un peu plus fortes que celles qui s'exercent sur le dispositif précédent, il n'en reste pas moins que le modèle d'analyse de pratique d'inspiration Balint est suffisamment robuste pour permettre que des inflexions réfléchies ne viennent pas obérer le travail psychique qu'il permet d'effectuer. Le 3e dispositif sur lequel je souhaiterais m'attarder davantage est d'une autre nature. Il s'agit d'un travail d'analyse de pratique basé sur l'observation. L'idée principale qui gouverne le dispositif est de permettre aux participants d'éprouver et d'élaborer leur implication subjective lors d'une observation de séance d'enseignement. Soyons donc précis. La pratique qu'il s'agirait d'analyser par ce dispositif est celle d'une personne qui serait impliquée professionnellement dans de l'observation. Ce dispositif est donc de façon particulièrement adapté à des formateurs d'enseignants. Il a d'ailleurs accueilli des formateurs d'enseignants qui étaient inscrits dans un master professionnel de ce type à Paris 7.
Mais il est clair qu'il peut être utile aussi à tout professionnel qui cherche à prendre conscience de cette part subjective de l'observateur dans une situation d'observation. Et c'est pourquoi les étudiants du master formation à l'intervention et analyse de pratique qui se situe ici, à Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, y ont également participé. Enfin, ce dispositif accueille des étudiants classiques d'un cursus de sciences de l'éducation. Certains se destinent à l'enseignement, d'autres à l'éducation au sens large, d'autres enfin feront de la recherche, et là encore, éprouveront comment la subjectivité d'un chercheur observant se mobilise dans une situation de recherche. Avant d'expliciter en quoi consiste ce que je propose à ce propos dans le cadre universitaire, je voudrais évoquer comment la forme que ce dispositif a prise actuellement s'est cristallisée. Car la question de la transmission d'une posture psychique, celle du superviseur d'un tel dispositif, est centrale. À l'origine se trouve ma thèse, réalisée en sciences de l'éducation. Il s'agit donc d'un travail de recherche s'inscrivant dans le courant d'un certain nombre de chercheurs qu'un certain nombre de chercheurs du champ de l'éducation et de la formation, dont je fais partie, qualifient d'approche clinique d'orientation psychanalytique. La conjonction observation directe, psychanalyse, m'avait conduit à étudier très attentivement ce que certains appellent l'observation psychanalytique, avec plein de guillemets. Didier Houzel distingue fondamentalement l'observation qu'il qualifie de psychanalytique des formes d'observation qualifiées d'expérimentales. Commun à ces deux catégories d'observation, on trouve l'aménagement d'un cadre. Mais dans l'optique expérimentale, le cadre est contrôlé. Il s'agit, d'après Didier Houzel, de mettre en évidence tel ou tel phénomène prévu par l'hypothèse théorique qui sert de support et de référence à l'expérimentation, et cela de façon qu'on puisse affirmer le lien de cause à effet entre le phénomène observé et les conditions qui règnent à l'intérieur du cadre expérimental. Tandis que dans le cadre psychanalytique, ce ne sont plus ces conditions intérieures qui sont contrôlées, mais sa périphérie, dit Didier Houzel. Ce sont les limites mêmes du cadre qui font l'objet de l'attention et de la rigueur de l'observateur, limites spatio-temporelles permettant de définir l'espace concret de l'observation, limites contractuelles, que propose-t-on, qui sont l'équivalent de la règle fondamentale de la cure, limites psychiques qui forment le cadre psychique et qui dépendent des capacités de réceptivité de l'observateur, non seulement à ce qu'il reçoit par ses sens, mais aussi à ce qu'il perçoit par son émotionnalité, par son activité imaginaire et par sa capacité de penser. Tout cela correspondant à ce que Bion a appelé la capacité de rêverie. En fait, Didier Houzel, dans cette évocation d'une modalité psychanalytique d'observation, se réfère à la méthode d'observation des nourrissons proposée par Esther Bick. Je rappelle très rapidement ce que cette psychanalyste clanienne a proposé à l'origine pour la formation des futurs psychanalystes d'enfants, mais qui est intégré actuellement au cursus de formation d'un certain nombre de sociétés analytiques. Donc, dans la méthode originelle, un observateur se rend une fois par mois à horaire fixe dans une famille où un nourrisson vient de naître pour une observation d'1 heure durant laquelle aucune note n'est prise. Puis un compte-rendu est rédigé, aussi précis que possible de ce qui a été observé et ressenti. Et enfin, troisième temps de la méthode, les comptes-rendus sont supervisés dans un séminaire sous la conduite d'un clinicien. Bon, je ne voudrais pas vous avoir perdu dans ce que j'évoque. Je disais donc une thèse où il était question d'observation et de psychanalyse, donc d'observation selon la méthode d'Esther Bick. C'est ainsi qu'en fait, j'ai transposé cette méthode à l'observation d'une enseignante durant une année entière, c'est-à-dire que chaque semaine, durant 1 an, j'ai réalisé une observation d'1 heure à horaire fixe, sans prendre de notes ni réaliser aucun enregistrement instrumenté, puis j'ai rédigé un compte-rendu dans l'immédiat après-coup, aussi riche que possible, tant au niveau factuel que des ressentis de l'observateur. Enfin, un travail d'étayage psychique régulier de l'observateur a eu lieu, basé sur la lecture de ces comptes rendus dans un groupe de chercheurs habitués au travail groupal d'élaboration psychique et familiers de la démarche clinique d'orientation psychanalytique. L'analyse des 30 comptes rendus ainsi obtenus a été l'occasion de mettre au travail diverses notions avancées par Claudine Blanchard-Laville, comme celle d'espace psychique de la classe ou celle de transfert didactique. Mais soyons clairs, le but de ce dispositif était la recherche. Évidemment, en ce qui me concerne, ce travail d'observation a été un tournant dans la prise en compte de ma subjectivité de chercheur. Il faut aussi préciser que pendant 2 ans en parallèle, j'ai participé au 3e temps de l'observation d'un nourrisson. Je rends compte du lien entre ces 2 observations dans un article qui s'intitule
« Observer seul, penser à plusieurs ». Le livre qu'il contient, sous la direction de Mireille Sifali, Michel Bourassa et Mariette Théberge, s'intitule, lui, « Clinique actuelle de l'accompagnement ». Normalement, si les choses sont bien faites, vous avez eu de la publicité avant d'entrer dans l'amphi. Et ce livre va sortir prochainement chez l'Harmattan dans la série Psychanalyse et éducation qui est dirigée par Claudine Blanchard-Laville. Dans la conclusion de la thèse, j'évoquais l'idée d'utiliser un tel dispositif en formation de formateur d'enseignants, mais je n'étais pas alors capable de pouvoir le penser. En effet, l'un des atouts de la méthode est son inscription dans le temps. C'est la répétition de ce qui est observé dans les observations qui permet de proposer une mise en sens des observations. L'investissement en temps est considérable et pouvait difficilement s'inscrire dans une année universitaire, la recherche d'un enseignant qui accepte une telle présence prenant déjà un temps certain. 3 éléments ont été importants pour que je puisse m'autoriser psychiquement à concevoir le dispositif auquel je suis arrivé. Le premier est la prise de conscience du rôle de la première observation. Une étude attentive d'après-coup montrait que le premier compte-rendu contenait en germe tout ce qui apparaissait dans la suite. Un clinicien expérimenté pouvait sûrement, dès la première observation, avoir quelques idées sur les hypothèses qu'il pouvait faire, tout comme un analyste chevronné a quelques idées sur son futur analysant dès les entretiens préliminaires. Au sein de cette première observation, la question de la place de l'observateur est riche de sens potentiels. Où se met-il? Où le met-on? À la fois topographiquement, mais aussi psychiquement. Un deuxième élément m'a conduit vers l'autorisation que je pouvais me donner à moi-même. La psychanalyste Régine Pratt, avec laquelle j'étais resté en contact depuis la thèse et qui est une spécialiste de ce genre d'observation, m'a appris qu'elle s'impliquait dans l'animation d'un atelier universitaire semestriel pour une initiation à ce type d'observation dans un cursus de psychopathologie clinique. Il n'était donc plus question là du protocole orthodoxe de l'observation dans sa durée spécifique, qui est de 2 ans dans la méthode originelle. Mais surtout, et c'est le troisième point, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas concevoir le dispositif sur un temps court comme un moyen d'appréhender des phénomènes inconscients chez l'enseignant observé, mais que c'était bien la posture de l'observateur qui pouvait être travaillée dans une telle temporalité. Voici donc ce que j'ai mis en place. Le travail s'étend sur un semestre, soit 12 séances de 2 heures. Le nombre de participants est limité. L'idéal serait la 12aine. Lorsque les effectifs ont été un peu plus élevés, j'ai proposé des séances supplémentaires. Le but du dispositif est donc de faire expériencer les impacts de la subjectivité de l'observateur sur une situation observée à travers une observation effective de séances d'enseignement et d'élaborer ces impacts dans un dispositif adéquat. J'emprunte le mot « expériencer » à Ruth Cohn et Pierre Nègre, qui, dans les voies de l'observation, le préfèrent au mot « expérimenter », qui ne laisse pas assez de place à l'implication, justement. Il est construit sur l'anglais « to experience », qui signifie « ressentir », faire l'expérience de. Chacune des 12 séances est construite en 2 temps, menée dès que possible en parallèle. J'introduis des éléments théoriques conduisant à une proposition de ce qui pourrait être une observation clinique d'orientation psychanalytique et concomitamment des points de repère méthodologiques pour pouvoir aller faire cette observation effectivement sur le terrain. Ainsi, les participants vont-ils devoir prendre contact avec un intermédiaire et effectuer une observation de séance d'enseignement sans prendre de notes, puis ils auront à rédiger un compte-rendu aussi complet que possible de tout ce qu'ils auront observé et de ce qu'ils auront ressenti. Ces comptes-rendus sont ensuite élaborés psychiquement dans le groupe sous ma supervision. Dès les premières des 12 séances de 2 heures que dure cet enseignement, je ménage un temps d'élaboration collective qui, comme dans la méthode originelle, sert à accompagner les étudiants au tout début de leur recherche d'un intermédiaire. Ce temps est un temps fondamental qui permet de réaliser, par exemple, comment ses propres angoisses se projettent sur la situation. Ainsi, la formatrice d'enseignante Gabrielle, qui était mal à l'aise avec le fait qu'il n'était pas nécessaire d'évoquer à l'intermédiaire l'existence du groupe de supervision, nous raconte-t-elle dans un de ces temps son contact téléphonique avec l'intermédiaire et nous explique qu'à la question de l'intermédiaire « Comment cela va-t-il se passer ?», elle s'est sentie obligée de raconter en détail tout le dispositif. Et le groupe lui a renvoyé que la question qui était posée pouvait tout à fait s'entendre autrement. Quand allons-nous voir? Comment allons-nous faire pour nous contacter? Etc. On avait vraiment là de l'angoisse en acte qui se projetait et qui l'amenait à anticiper ce qu'elle redoutait et à répondre à une question qui n'était pas posée. S'il y a bien une chose qu'apprend la méthode d'Esterbeek, c'est bien d'attendre, de suspendre et de laisser faire.
Les dernières séances sont entièrement consacrées à l'élaboration psychique des comptes rendus d'observations collectées. Ainsi, chaque étudiant, s'il ne va effectuer lui-même qu'une seule observation sur le terrain, bénéficie-t-il de toutes les observations qui sont également rapportées par ses collègues. Il ne s'agit pas dans le travail d'émettre des hypothèses sur l'enseignant, mais bien d'envisager ce qui pourrait se passer pour chaque observateur dans sa singularité d'observateur et de tenter de lui faire rencontrer ainsi des modalités de son implication subjective. Le travail psychique groupal étant un moyen puissant d'approche de sa propre singularité. Depuis, j'ai commencé moi-même à observer un nourrisson selon la méthode originelle, et cette expérience me permet de penser la chose suivante. Si un étudiant avait pour bagage clinique l'observation complète d'un nourrisson selon la méthode d'Esterbeek, il me semble que le dispositif que je propose pour observer les séances d'enseignement constituerait malgré tout une étape préalable significative dans une approche des phénomènes inconscients dans les espaces d'enseignement. Ainsi voit-on se dessiner une forme de spécificité de la légitimité sur laquelle ce type de travail d'observation des pratiques enseignantes pourrait se fonder. Merci de votre attention.